Et puis d'abord, on va parler avec Laura Lichman du Laura Lichman Project. Laura est journaliste, elle est DJ, elle est animatrice. Et au tout départ, elle s'est fait connaître en France, notamment pour ses émissions musicales. Ça a été sur le Move, ça a été sur France Inter. Elle faisait ses playlists très librement. Elle pouvait passer de l'électro, elle pouvait passer du rap, elle pouvait passer du Kendrick Lamar, elle pouvait passer des choses très, très, très différentes les unes des autres, avec une très grande liberté. Et elle faisait aussi des entretiens. Donc ça a été sur Inter, ça a été sur le Move. Elle a fait aussi du docu vidéo. Elle est allée dans des festivals comme South by Southwest. Elle a été DJ résidente à Sochi pendant les Jeux Olympiques. Donc vraiment très sur la musique et tout ça. Et puis désormais, elle a un podcast qui a gardé le même nom. Donc toujours le Laura Lichman Project. Et maintenant, c'est des entretiens qu'elle fait dans tous les coins du monde. Elle en a fait en français avec Laurent Garnier. Elle en a fait en anglais avec un comédien de stand-up qui s'appelle Neymar, par exemple. Et là, très récemment, je sais qu'elle était en Irak et qu'elle a fait un entretien avec un ancien ministre. Donc ça part vraiment dans toutes les directions. Et c'est effectivement un autre cadre, puisque le principe du podcast, c'est justement de ne pas être encadré entre deux journaux comme dans une tranche de radio traditionnelle. Et donc ça rejoint un petit peu ce que disait Nicolas Truong sur le rapport à la parole qui n'a pas la même destination, qui n'est peut-être pas formaté, si ça n'a pas de connotation trop négative, de la même manière. Donc voilà, elle va nous parler de son projet, de son podcast qu'elle fait maintenant et de ce qui a changé entre le podcast et la radio. Celui-là ? Ouais, je fais ça debout, ici ? All right, stand-up podcasting. Ah ben merci beaucoup. Hi tout le monde. Alors ouais, tout ça c'était factuellement vrai. Alors c'est déjà mieux que moi, genre journaliste, big name. Mais ouais, j'ai quitté Radio France il y a presque 2 ans exactement maintenant. Parce que je n'ai plus jamais bossé pour un gars comme Joël Ranez. Like never. Ah, c'est pas vrai. Je t'ai dit Joël, t'es même pas dans mon top 5 des négociations up. Même pas dans mon top 5. Right at the bottom. Ah ouais? D'accord, peut-être tu vas être at the number 1, on verra. Et oui, et puis je suis partie pendant un petit moment faire absolument rien, parce que j'étais un peu, comme a dit mon prochain invité dans mon podcast français, qui est Omar Ouaman, qui est le grand reporter de Radio France basé à Beyrouth, qui est actuellement, il me semble, à Raqqa, en Syrie en tout cas, qui est à Mossoul la semaine passée. Puis je l'ai vu récemment. Alors ça, c'est le podcast qui sort demain. So exclusive here, aujourd'hui, quelques clips. Il m'a dit, on s'est rencontrés pendant cette période dans des circonstances assez weird. Et il m'a dit, ben Laura, t'étais down. Et c'était un peu vrai, mais je laisse Omar raconter un peu l'histoire de notre rencontre parce que ça raconte l'histoire du début de ce podcast. Je peux le toucher, Joël, ou genre je me fais... Tu vas le faire pour moi? Ok, c'est mieux. Déjà, on m'a dit j'ai pris trop de sons. C'est exactement comme quand j'étais à Radio France, quoi. Parlons de notre rencontre. D'accord. Parce que si je suis là en train de faire ça et que j'ai décidé d'un peu continuer, en tout cas dans ce monde des médias, franchement, c'est un peu à cause de toi. Ou grâce? À cause ou grâce? Ben, on verra, c'est les gens qui écoutent qui vont en tirer les conclusions. Quoi. À cause, ça voudrait dire que je suis responsable. Non. Moi, j'ai toujours pensé, tu faisais de la radio au Move, radio jeune du service public. Moi, j'étais à France Culture. Moi, je t'écoutais d'une oreille discrète, d'une oreille plus attentive. Voilà, tu étais une des voix du Move. Et puis, effectivement, je t'ai rencontré à Lesbos, cette île grecque. Ouais. À l'occasion d'un événement qui est historique, qui est l'afflux de centaines de milliers de réfugiés partis depuis la Syrie, depuis la Turquie pour rejoindre l'Europe. Et là, effectivement, de très nombreux volontaires, le cœur sur la main, sont venus donner un petit coup de main, sont venus aider ces réfugiés qui avaient tout quitté sur des frêles embarcations pour, au péril de leur vie, rejoindre ces îles grecques. Et je suis tombé sur toi par hasard. Je me suis dit, mais non. Non, mais c'était dingue parce que moi, j'avais dit à personne que j'étais là. À mes parents.
J'avais dit à mes parents que j'allais là-bas. Et c'est tout. C'était après que j'avais... là-bas et tu faisais partie de ces volontaires venus sur un coup de tête, donner du temps, donner de l'amour. Et j'avais trouvé ça extrêmement attachant. Et c'est de là qu'effectivement, nous avons tissé cette relation, une relation basée sur une idée selon laquelle les 2 micros que nous tenons dans la main, ça sert à quelque chose. Ouais, je trouve que c'est très beau, comme il le dit à la fin, Omar. Ces 2 micros qu'on tient entre les mains, ça sert à quelque chose. Et je vais peut-être sauter le prochain son parce que tu as raison, j'en ai pris trop là. Mais on a beaucoup parlé avec Omar quand on était à Beyrouth de son reportage qui vient de gagner un grand prix, le grand prix du New York Festival en radio, un prix d'or, où il avait suivi les réfugiés migrants sur toute cette route depuis la frontière entre la Turquie et la Syrie jusqu'à Vienne. Il a même fait le bateau entre le côte d'Izmir et l'île de Chios avec eux. C'était un reportage absolument incroyable et bouleversant. Et puis on s'est rencontrés dans un bar à Lesbos, tout au nord, où normalement, quand il n'y a pas les bénévoles, quand il n'y a pas les réfugiés, il doit y avoir 30 personnes, et dans un bar qui passait du son incroyable jusqu'à 2h du matin. Ça passait du Jeremiah, du Leonard Cohen, absolument tout. C'est magique, cet endroit, et les jeunes qui le tiennent. Alors déjà, j'étais un peu dans un autre monde, et puis il y a un gars qui se retourne vers moi, et qui me dit, mais toi, là? Je suis là, what the fuck is going on? Like, personne me connaît, quoi. Nobody knows me. Et puis, voilà, on s'est rencontrés là et on a parlé à la radio et tout, et il m'a vraiment redonné cette envie de continuer, et comme il dit, de savoir que ce qu'on fait, cet rapport humain a du sens. Et juste du micro, je trouve que c'est encore plus fort. Comme je l'avais entendu dans son reportage, lui, comme il parle arabe et comme il a des origines marocaines, tout le monde croyait qu'il était un réfugié. Alors il était là dans le bateau avec un petit enregistreur et c'est tout. Il y avait seulement la famille avec lui qui savait que c'était un journaliste. Et je crois qu'on vit les choses différemment aussi quand on a seulement le son et puis pas l'image. Ça nous rend plus proches, plus attentifs et on a plus de patience. Alors, avant de faire cette interview avec Omar, parce que ça c'était récemment et je vais le sortir demain, sans penser que j'allais faire cette interview avec Omar, j'ai juste, par le cours des choses, j'ai interviewé un jeune homme qui s'appelle Abdulaziz Dukan, qui est lui réfugié syrien, 18 ans, et qui était, lui, en Grèce depuis 1 année, parce qu'il a eu le malheur de partir juste quand ils ont fermé la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Mais il avait appris l'anglais tout seul. Maintenant, cette histoire a une belle fin. Il est en Belgique, il est en train d'apprendre encore 3 langues. Et c'était incroyable de l'entendre, lui, parler de cette expérience que lui, il avait eue, d'avoir fait ce même voyage, mais d'un tout un autre point de vue. Et puis, il parle en anglais et un peu vite, mais je vais le traduire derrière. Je te laisse faire, je vais vraiment le foirer. Non? Go ahead, ouais. Insane, and no voice in the boat in that time. Everyone was silent, nervous. Yeah. So we've been it was really so crazy. I don't forget that actually. So we're in the middle of the sea, nothing around us, no lights, nothing. Okay, we're going to Greece. And so where is Greece? Till finally we're seeing the lights going up, and we're okay, we just want to land. We want just to stand on the ground. Right, just to be safe. Yeah, exactly. And so this took, maybe a couple of hours or something? 3 hours and a half. That's a long time. 3.5, yeah. That is a very long time. That's what I'm telling you. And you can get very lost. Yeah. Yeah, in that time, 3.5 hours, you review your life. Oh, yeah. What was going through your head? Everything. And my dreams was always pushing everything away. Alors, c'est Abdulaziz qui parle de l'expérience de faire le bateau la nuit, où c'est complètement... On voit rien, quoi, sauf la lune, le bateau entre Izmir et puis ils sont arrivés sur Chios, et que pendant ce temps-là, il a dit, tu penses à toute ta vie, tu la refais dans ta tête, et il dit, je pensais à mes rêves, my dreams, et juste de l'entendre dire ça, c'était tellement... Je trouvais ça tellement fort d'être devant lui, parce que c'est quelqu'un qui a gardé vraiment un esprit très positif. Mais tout ça, c'est très loin d'arriver là depuis
la musique. Et je n'ai pas juste décidé un jour, OK, je vais faire un interview avec Abdulaziz, c'est bon. Mais j'avais toujours eu cette motivation pour faire autre chose que la musique. J'étais autant obsédée par l'actualité que la musique quand j'étais jeune, alors j'étais genre doublement chiante. Et avec le podcast, c'est ça qui m'a permis. Quand j'ai eu ces rencontres avec Omar, je me suis dit, nobody's stopping me. Genre, je peux faire exactement ce que je veux et puis j'ai pas d'excuse non plus de pas le faire. De pas essayer de faire un nouveau projet. Mais c'est difficile de commencer. C'est difficile de, comme on dit en anglais, to put yourself out there. Et après d'avoir des jugements, des choses comme ça. Alors je me suis dit, je vais vraiment envoyer quelques mails à des gens que j'ai hyper envie d'interviewer, mais je crois pas que ça va arriver. Et puis lier des personnes partout dans le monde, c'était ça que je voulais faire. Après ces rencontres, je me suis dit, ça a l'air tellement cliché, mais c'est vrai qu'on est tous liés par ce genre de phrase qu'Abdulaziz il vient de prononcer. I'm thinking about my dreams. On commence tous avec les mêmes sortes de rêves, quoi, qu'on soit n'importe où sur Terre, d'une famille, d'une carrière ici et là. Et j'avais vraiment cette volonté d'aller, j'ai un petit sac gris que j'ai avec moi, c'est tout, et je vis depuis ma valise. Et j'avais cette volonté d'aller partout, mais interviewer des gens, que ce soit des musiciens ou des gens de la culture ou des journalistes, mais qui ont un lien fort avec cette idée, je dirais, humanitaire, mais qu'on a tous. Alors la première personne à qui j'ai pensé, c'est un grand reporter de guerre pour CNN qui s'appelle Arwa Damon. Et déjà, je la suivais depuis longtemps sur CNN. Elle faisait beaucoup de reportages depuis la Syrie, depuis l'Irak, depuis la Libye. Et elle a une organisation humanitaire qui s'appelle INARA, qui aide directement les enfants qui sont victimes de guerre dans ces régions. Alors je me suis dit, ce serait génial de faire une interview avec elle. Et puis je suivais son organisation sur Twitter. Mais je raconte longuement cette histoire, c'est pour aussi ceux qui veulent commencer, parce que j'étais encore down, comme Omar m'aurait dit. Et je me souviens, j'ai envoyé un petit mail en disant non mais jamais, parce qu'il faut que CNN, PR, ils disent oui, et puis je suis personne, et de toute façon, ça va jamais arriver. Et j'étais sur mon lit à Paris, en train de regarder le plafond, en me disant bon, je vais bosser dans quel bar, j'ai plus envie de faire DJ, de toute façon. Et je reçois un message, ouais, t'avais dit que tu pourrais être à Beyrouth dans 2-3 jours? Yep, pas de problème, sure, let's go. Et puis elle a dit oui, et je suis allée à Beyrouth 2 jours après pour la voir là-bas. Et je me suis dit, bon, faut pas que je le foire celui-là, parce que c'est my big chance, de faire quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'important et que je respecte. Alors il me faut vraiment beaucoup de recherche et avoir des infos pertinentes pour l'interview avec cette personne. Et puis là, on peut lancer, j'espère que c'est le son numéro 4, sinon j'ai l'air con. And so you mentioned your dad was headmaster of the American school, where one of their former students is someone who was born here. This is the reason I'm most excited about being in Beirut, is that this is the birthplace of Keanu Reeves. Really? I don't know if you know that. I had no idea. You are 1 degree away from Keanu Reeves, which is really quite impressive. There you go. You learn something new every day. No Beirut, no Point Break, no Bill and Ted's. And where would we be? Where would we be then? Alors pour traduire, ouais, c'est super pertinent cette information, mais j'ai trouvé que son père, elle a un père américain, puis sa mère est syrienne d'origine, et son père, c'était le headmaster, c'était le chef de l'école, le lycée américain à Beyrouth, et genre j'ai cliqué dessus, je me suis dit, bon, qui est allé là-bas? Et Keanu Reeves avait été un étudiant là-bas, alors je lui ai dit qu'elle était genre 1 degree away from Keanu Reeves. Et je crois que je suis vraiment la première personne à lui donner cette info en interview. Mais c'est important, ça aussi, ça c'était tout au début. Alors ça pose quelque chose, une sorte de lien avec la personne qu'on interviewe. Et puis, et ce que j'aime faire avec celui en anglais, en tout cas, je parlerai de celui en français dans une seconde. En anglais, c'est pratiquement tous des gens que je ne connais pas du tout. Alors j'essaie de faire un portrait de leur vie, pas seulement leur travail, parce que je trouve qu'on écoute et on
on voit d'une manière différente le travail et les opinions des gens, spécialement les gens dans l'actualité, qu'on connaît leur vie et pourquoi ils sont venus à telle ou telle opinion, manière de voir des choses, etc. C'est plus comme quelqu'un dans ta famille, peut-être qu'on s'engueule, mais tu comprends un peu plus pourquoi on n'est pas d'accord. Et je trouve ce genre de petits détails, ça rend plus facile de parler de toute la vie de la personne. D'ailleurs, Arwa, elle est incroyable. Elle est allée... souvent, on me dit à moi, je veux être journaliste. Laura, t'as fait comment? Je suis allée à l'antenne, j'ai passé des sons, mec. Genre, rien à voir. Mais Arwa, elle est un peu... C'est un peu similaire son histoire. Elle avait l'avantage qu'elle parlait arabe. Mais avant ça, zéro expérience journalistique. Puis maintenant, cette année, elle a gagné tous les grands prix humanitaires et journalistiques. Et elle me raconte dans l'interview comme quoi, à un certain moment, elle vendait, à New York, quand elle ne savait pas quoi faire, après l'université, elle vendait des peignoirs pour les chiens. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. Et puis elle est juste allée en Irak avec une boîte de prod qui était à côté du truc qui faisait des peignoirs pour les chiens. Puis après, elle était jartée d'Irak avant la guerre en 2003. Et pour rentrer de nouveau, parce qu'elle n'avait pas vraiment la cred, mais elle voulait aller voir CNN, elle a commencé à vendre des toilettes libanais, like the porta potties, comme on voit dans les festivals. Il y avait une compagnie qui vendait ça en Irak. Elle est allée avec eux et elle est frappée à la porte de CNN et take me, et puis voilà. Alors c'est comme ça qu'on devient un journaliste. Et on parle de tout ça, mais on parle aussi dans l'interview, bien sûr, de les guerres en Irak, de la guerre en Syrie, très sérieusement. Et c'est aussi celui dont peut-être je suis le plus fier maintenant, c'est l'interview que j'ai fait avec David Frum, qui est un grand, c'est pas journaliste, mais qui bosse qui bossait pour George W. Bush et qui a écrit le speech avec le Axis of Evil, mais qui est devenu le gars anti-Trump numéro 1 à droite. Alors, comment rendre les gens un peu... fédérer les gens au début pour que tout le monde soit OK pour l'écouter? Parce que la plupart des gens que je connais, ils seraient là, non, fuck that guy, man. Like, oh, on peut dire fuck, là. OK. C'est podcast, right? Ouais, ils seraient là, fuck that guy. Mais on parle de toute sa vie dans le podcast et je crois qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, que je connais qui sont très à gauche, qui m'ont dit, ouais, vraiment, c'était super intéressant. Et j'ai vraiment pris trop de sons, quoi. Like way too much. Tu peux peut-être mettre un dernier extrait et ensuite on voit si la salle a une ou deux questions. La dernière, peut-être je devrais mettre ma mère. OK, parce que, pour la petite histoire, ouais. Quand j'ai commencé à la radio, c'était une toute petite radio à Genève, anglophone, et on m'a donné une émission musicale parce que personne voulait bosser plus tard que 19h un vendredi. J'étais là, ouais, me! Et la blague, c'était genre, like, je suis certaine qu'il y a que ma mère qui m'écoute. Et je passais vraiment des sons comme je passais au Move et France Inter, un peu like, pour les kids. Et je trouvais ça hyper marrant d'appeler ma mère à la fin pour qu'elle fasse la review du show, parce que de toute façon, elle est british, elle était actrice. Et genre, chaque émission, c'était « Oh, it's wonderful, darling! Well, stupendous! » Tu vois, genre, le meilleur truc qu'elle a jamais entendu. Alors, je l'ai ramené pour le podcast... en anglais. Et d'ailleurs, tu parlais avant de Nemmer, le stand-up comedian, avec qui j'ai fait une interview. Et c'est la fin de cette émission dont j'ai pris l'extrait avec ma maman. Et c'est celui-là où elle fait un peu la... Ouais. Non, c'est celui-là, ouais. So that was a pretty sick interview with Nemmer. And now we're going to talk with my sick mom. Did you like that joke, Mom? Did you get it? That's a really big one, Laurie, yeah. That's lots of laughs. So you're not feeling so well, are you, Mom? Oh, I'm all right. I shall survive. I dare say other people have had flu. Why do you say it was a sick interview, Laura? It's slang, Mom. It means awesome. Oh, I was going to say, I didn't think there was anything sick about it at all. I mean, what an intense guy, eh? Really? Yeah, he had a lot to say, didn't he? He had plenty to say. Now, tell me something, Laura. Is it normal for a comedian or for someone like him to use comedy as a vehicle for, as he put it, he said he wanted to change the world? I think a lot of comedians use their stand-up comedy as a vehicle to
social change. It wasn't at all what I expected, but I was very impressed with him. I was very impressed with him, and I listened to everything. So if you're Yeah, I thought- listening, Nemmer, my mom approves. Yes, indeed. And so you and the Queen, Mom, right? You and the Queen. You got the flu Me at the and same Queen. time. Yes, my husband and I. And Dad. Dad has the flu too. Okay, well, hopefully both you and Queenie will be feeling better by the next episode in a few days. I shall look forward to it, Laura. Okay. Thanks, Who's Mom. it going to be? Do we know who it's going to be? It's going to be a big surprise. Big secret. Okay. Well, I really enjoyed that one, Laura. Keep Okay, it up. good. All My right. girl. Onwards and upwards. Onwards and Okay. upwards. Bye, Mom. Feel better. Bye. Bye, darling. Bon, voilà, et c'est pour ça que je lui ai dit hier que j'étais d'accord de rentrer en Suisse et garder le chien la semaine prochaine parce qu'elle elle est vraiment gentille. Je crois que vous avez un peu compris son anglais, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que elle comprenait, elle a un certain âge et elle trouvait ça intéressant qu'un stand-up comedian soit politique. Et c'est pour ça aussi que j'ai aimé l'interview avec David Frum. Pour moi, quand il parlait de ses enfants qui l'ont convaincu, qui ont changé sa mode de pensée sur le mariage gay, par exemple, ça rassemble, et qu'il a dit que c'est important en politique aussi d'écouter ses enfants, ça rassemble les vieux, les jeunes, la gauche, la droite, et pour moi, c'est the Quan, comme ils disent Jerry Maguire. C'est ça qui est parfait. Alors, j'ai pas mis les clips de Laurent Garnier, mais sachez qu'il y a Laurent Garnier en français, on parle du FN et tout ça, mais aussi des blagues carambars, alors voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou pas? Sur ma mère? Non. Frères et sœurs? No, nothing. Moi, je veux Ma bien- casquette? Moi, je vais te demander déjà, il y a un truc frappant quand tu parles de tes interviews et quand on entend le clip sur ta mère. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'intime qui est très différent. Et par exemple, quand tu dis que tu parles de Keanu Reeves et que tu essayes de tisser un lien, est-ce que tu l'aurais tissé de la même manière à la radio? Ou est-ce que le fait que, même si l'émission sur Inter et sur le Move, ça portait aussi ton nom, là, c'est vraiment ton podcast à toi. Il n'y a pas de marque derrière. Ouais. Ah, ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, à Radio France ou dans la radio en général, c'était une frustration pour moi de devoir condenser. Rentrer dans un cadre. Mais ouais, de devoir condenser les interviews. Et justement, c'était difficile de les faire pour le podcast parce que j'avais 1 heure, genre je nageais, je suis là, oh my God, all this time. Je fais quoi avec? Et tandis que en musique, c'est 20 minutes. Alors, ça faisait 10 ans où je faisais les 20 minutes et genre, like, c'est pas c'est pas cynique, mais au début, genre, tu fais quelques blagues ou un truc pour mettre la personne à l'aise parce que le but, je crois que ce qui les rassemble aussi, c'est que le but pour moi, ça n'a jamais été de les... Genre, je faisais des interviews avec des musiciens aussi. C'était pas de les attraper dans une mensonge ou de leur faire dire des trucs qu'ils voulaient pas. C'était vraiment d'apprendre à les connaître. Et avec quelqu'un... Ici, la palette est plus large, mais je trouve qu'avec le son, on a cette luxe que les gens qui choisissent de l'écouter vont l'écouter plus longtemps, avec plus d'attention, et on peut aller tellement plus loin dans la personne et via ça, aller plus loin dans des questions compliquées, comme l'Irak. Par exemple, j'ai déjà Jean Arwa, David Frum, qui dit que maintenant qu'il a écrit Access Vivre, mais maintenant dit que c'est une erreur, et le prochain guest en anglais qui est Barham Saleh, l'ancien Premier ministre de Iraqi Kurdistan et Deputy Prime Minister d'Irak, lui, il a une autre vision aussi. Et on peut tous les entendre quand on prend le temps vraiment de connaître ces personnes et puis de nous comprendre. Tu penses que toi, tu poses des questions différentes et que les gens répondent des choses différentes du fait qu'il y a cette liberté inhérente à Internet, à l'absence de cadre, de timing? Oui. C'est pour ça que beaucoup de gens m'ont dit non, mais il faut que tu filmes un petit GoPro ici, là, et je suis là, ouais, maybe, ce sera plus facile sur Facebook, machin. Mais même si on ne le voit pas, les gens, ils savent que la caméra est là. Quand ils savent que la caméra est là, c'est différent. Tu n'as pas la même intimité. T'es moins dans la parole, t'es plus oui, dans l'image. Genre, Arwa, elle m'a fait le meilleur compliment que j'ai eu de ma vie. Elle m'a dit à la fin, ah ouais, non, je croyais que ça allait être hyper chiant, mais en fait, j'ai oublié que je faisais un interview. Alors, j'ai dit, ah cool, yes. Mais on a parlé des mêmes sujets dont on aurait parlé si on était là, oh, so, Arwa Damon from CNN, blah, blah, blah. Et le fait qu'il y ait ta mère, par exemple, est-ce que tu penses que c'est
c'est lié. Souvent, les podcasts, il y a un rapport à l'intime qui est différent aussi parce que justement, il n'y a pas ces grandes structures derrière qui sont les médias traditionnels, l'idée d'une marque, etc. Oui et non, genre, Joël pourra dire que je rentrais pas trop dans les Cases. à Radio France, mais c'était pas voulu, hein. C'était juste arrivé comme ça parce que j'avais eu, quand je suis arrivée à Radio France, une certaine liberté parce que tout changeait en management tout le temps. Et moi, j'ai dit, moi, je veux cette identité-là. Et que personne n'écoute à genre 23h du soir, tu fais ce que je veux, tu veux. Alors, comme ça, je trouve que j'ai un avantage avec le podcast. J'ai pas beaucoup changé mon ton, ma façon de faire. J'ai juste élargi la palette. Alors là, c'est difficile aussi, on me dit, et c'est vrai, Laura, si tu concentres sur un truc, genre juste les gens qui ont un lien avec Keanu Reeves, alors là, tu fais vraiment, tu pètes le score. Et c'est une bonne idée d'ailleurs, copyright. Et, mais c'est Il y a pas... un podcast juste sur Denzel Washington d'ailleurs aux États-Unis. Ok, mais Keanu, ce serait mieux, je crois. Denzel, il est trop sage, il est trop sage. Ice Cube. Des liens avec Ice Cube, ce serait bien. Il passait Anaconda à la télé hier, et puis ouais, ce serait niche. Mais ouais, c'est plus élargi, mais c'est vrai. Après, bon, voilà, on en parlera en octobre si on revient de tout le financement et tout le reste qui n'est pas simple. C'est ça qui change beaucoup. Pour moi, personnellement, c'est le contenu dans le sens où je suis méga large. Je peux pas être seulement cinéma, seulement musique, et j'aurais pas pu avoir la prétention d'aller parler avec des gens avec qui j'ai parlé tout de suite si j'étais avec Radio France en me disant « Hey, guys, j'aimerais juste faire la même chose, mais genre à France Info maintenant, OK? Cool. » Mais ça me fait une transition parce que nous avons quelqu'un d'autre qui arrive de Radio France. Merci beaucoup. OK, cool. Thanks. Merci.